Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire pour progresser vers une économie post-carbone. Les élections européennes approchent, les échéances du pacte vert aussi. Réunir une majorité politique pour poursuivre la transformation écologique en s'accordant à 27 États membres indociles, ce sera la mission quotidienne et presque impossible des députés européens que nous allons élire. Pronostics et enjeux de ce renouvellement, on vous dit tout avec Fugvik Nguyen de l'Institut Jacques Delors. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des prochaines élections européennes qui arrivent dans quelques semaines. Et l'échelon européen est un échelon essentiel pour la transition écologique puisque de nombreuses normes et règlements y sont décidés. On pense par exemple à la PAC, la politique agricole commune, qui est structurante pour l'agriculture européenne, mais aussi des décisions sur les pesticides, sur le marché de l'énergie, sur le marché carbone et bien d'autres encore. Au cours de la dernière mandature, l'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux au travers du pacte vert européen et notamment la réduction de 55% des émissions de CO2 d'ici 2030. Les élections ont lieu en 2024 et les prochaines seront donc en 2029. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que se joue le potentiel de réalisation de cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce pacte vert semblait plutôt avoir fait consensus en 2020, mais est aujourd'hui remis en cause et complexe à défendre politiquement. Alors, qui défend quelle vision de l'écologie en Europe ? Comment les partis politiques au sein des différents pays abordent les enjeux écologiques ? Et quelles pourraient être les conséquences pour le climat de ces prochaines élections qui auront lieu en juin ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Fugvik Nguyen. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter et l'institut pour lequel tu travailles ? Oui, merci pour l'invitation. Donc, Fugvik Nguyen, je suis chercheur en politique française et européenne de l'énergie au sein de l'Institut Jacques Delors. L'Institut Jacques Delors, c'est un think tank qui est basé à Paris et qui a été créé par Jacques Delors à sa sortie de la Commission européenne il y a un peu plus de 25 ans, avec un objectif assez simple, c'était de tenter de parler d'Europe depuis Paris, d'européaniser le débat français et aussi tenter d'apporter un éclairage sur la politique publique qui pouvait être déployée à Bruxelles. Merci. Alors, on va commencer par un petit rappel parce que le fonctionnement des institutions européennes est parfois un peu opaque pour la plupart des citoyens. Est-ce que tu peux nous rappeler comment fonctionnent les institutions européennes et surtout quel est le rôle du Parlement ? Oui, tout à fait. Alors là, on va voter pour le Parlement européen, élire des députés européens au suffrage universel direct. Ces députés, on va les élire du 6 au 9 juin 2024, avec des élections qui auront lieu un peu partout au sein de l'Union européenne. Une fois ce Parlement européen constitué, il sera en charge de voter des lois. Ces lois vont être proposées initialement par la Commission européenne. La Commission européenne, c'est l'organe, on va dire, exécutif de l'Union européenne, avec à sa tête un ou une présidente. En ce moment, c'est l'Allemande Ursula von der Leyen, qui a été mise en son poste après un accord obtenu par les chefs d'État et de gouvernement, les 27 États membres, qui se sont, sur base du résultat des élections européennes, mis d'accord sur un équilibre politique institutionnel. Ça veut dire qu'en fait, le parti qui va arriver en tête au niveau européen, donc qui va concentrer le plus grand nombre de députés européens, aura le droit, entre guillemets, de soumettre des candidats pour la présidence de la Commission européenne. En l'espèce, l'une des personnes qui est ressortie après les tractations, ça a été l'Allemande Ursula von der Leyen, qui a ensuite été approuvée par le Parlement européen, puisque le Parlement européen a aussi ensuite le droit d'approuver cette Commission européenne. Donc on se rend bien compte ici de toute l'importance de cette institution pour laquelle on va voter le 9 juin prochain. Et puis l'une des troisièmes institutions qui est aussi importante et qu'il convient de mentionner, c'est le Conseil de l'Union européenne, qui ici est composé des ministres des États membres de l'Union européenne. Et chaque conseil de l'Union européenne est dédié à une thématique particulière. Par exemple, lorsqu'on a un conseil des transports, c'est notre ministre des Transports, c'est le ministre des Transports suédois qui sont envoyés pour discuter justement de ces thématiques clés. Et puis ensuite, tout ça va aboutir sur une proposition de loi qui a été émise par la Commission européenne, qui est discutée ensuite séparément par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Et puis ensuite, une fois que chacun s'est accordé sur sa position de négociation, ces parties-là vont se réunir pour négocier ensemble. Et c'est de cette négociation que va déboucher un texte européen. Vous l'aurez compris, cette négociation, elle est assez longue.
Et c'est pour ça, en fait, que l'échelle de temps, elle est différente vis-à-vis de ce qu'on peut faire au niveau national. Mais en réalité, cette échelle de temps, elle permet de garantir l'obtention de compromis au niveau européen. Donc on a parlé du fonctionnement, je voudrais qu'on revienne aussi un peu sur les partis politiques et les alliances au niveau européen. On sait que c'est pas tout à fait les mêmes alliances que ceux à l'échelle nationale. On voit des coalitions de partis qu'on retrouve pas nous dans notre parlement. Est-ce que tu peux nous dire globalement quelles sont les forces politiques en présence ? Dit très simplement, au sein de l'Union européenne, il y a la culture du compromis. Cette culture de compromis, elle est indispensable pour parvenir à trouver des accords politiques. Et pour ce faire, il faut créer des alliances. Assez simplement, par exemple, à l'heure actuelle, le parti majoritaire au niveau du Parlement européen, c'est ce qu'on appelle le PPE, qui représente une partie de la droite européenne. Par exemple, en France, le parti Les Républicains est affilié au PPE. Ce PPE fait partie d'une majorité qui est composée du PPE donc, des sociodémocrates, donc en France ça correspond au Parti socialiste et Place publique, et également des libéraux, donc le parti en France d'Emmanuel Macron, Renaissance. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ces accords politiques ? C'est parce que il y a un certain nombre de députés, en l'espèce 705 à l'heure actuelle, 720 au cours de la prochaine mandature, et pour avoir ce nombre de députés, il faut avoir la moitié des sièges plus 1. Une fois qu'on a dit ça, aucun parti à l'heure actuelle au niveau européen ne dispose à lui seul d'une majorité absolue. Il est donc dans l'impérieuse nécessité d'obtenir des compromis et donc de nouer un accord de partenariat avec une autre famille politique. Jusqu'à 2019, historiquement, c'est le PPE, donc la droite européenne, et le SND, les sociodémocrates, donc la gauche européenne, qui avaient, à l'issue de chaque élection européenne, des accords de gouvernement. En 2019, c'est passé une chose nouvelle, c'est que à eux deux, ces deux partis politiques n'avaient plus assez pour obtenir la majorité absolue. Ils ont donc dû conclure une forme d'accord avec une troisième entité, les libéraux, menés notamment par Emmanuel Macron, qui leur ont permis en fait à trois d'obtenir ce qu'on appelle la grande coalition. Cette grande coalition a été déterminante pour se répartir ce qu'on appelle les top jobs, donc les postes importants au sein des institutions européennes. On a donc eu une présidente de la Commission européenne qui était membre du Parti populaire européen. On a donc eu ensuite un président du Parlement européen qui était membre des sociodémocrates. Et puis on a eu un président du Conseil européen qui était lui membre des libéraux. Donc on a bien compris que les forces politiques dominantes, il y avait les libéraux, les socialistes, plutôt la gauche, et puis la droite plus traditionnelle. Qu'en est-il des autres forces ? Je pense particulièrement à l'extrême droite, à une gauche peut-être un peu plus radicale, et puis aux Verts. Alors, concernant par exemple les Verts, qui ont bénéficié d'une forte propension de vote en 2019, ils ont également contribué à obtenir des compromis sur certains textes. Mais ils ne faisaient pas partie de cette fameuse grande coalition dont je parlais initialement. De même pour la gauche, donc ce qui sera appréhendé au niveau national avec la France insoumise, ils ont pu texte par texte, peser sur les négociations, apporter des amendements, mais ils ne faisaient pas non plus partie de cette grande coalition. Et puis, de l'autre côté du spectre politique, on a l'extrême droite. L'extrême droite, qui s'appelle en fait Identité et démocratie au niveau européen, qui regroupe par exemple le Rassemblement national au niveau français, ou encore d'autres au niveau de l'Allemagne, par exemple l'AfD. Eux, ils sont ostracisés. Et très clairement, il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. Ce qui veut dire que d'un point de vue pragmatique, on ne leur accorde aucun job important. On fait en sorte justement toujours de voter des compromis sans avoir à recourir à leur vote. Et on fait également en sorte de compliquer au maximum leur inclusion dans la vie démocratique européenne. Ça, c'est une spécificité très particulière vis-à-vis de la France, où par exemple en France, l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale appartient au Rassemblement national, où parfois les votes du Rassemblement national sont utilisés à des fins d'obtention de majorité. Au niveau du Parlement européen, il y a cette véritable culture qui a été réaffirmée par une partie des dirigeants politiques qui se présentent à l'heure actuelle pour les élections de 2024 comme étant une ligne rouge à ne pas franchir. Et puis, entre le PPE et Identité et démocratie, il y a un autre groupe politique, ce qu'on appelle la CRE. Et puis, entre les deux, entre le Parti populaire européen et Identité et démocratie, il y a les conservateurs réformistes européens.
C'est le groupe politique auquel pourrait être attaché, par exemple en France, le parti d'Éric Zemmour. Par contre, ce groupe politique est très divers. Il contient notamment, par exemple, le parti politique de Meloni en Italie. Et donc là, on se rend compte en fait de la difficulté d'une partie des droites populistes européennes à réussir à se structurer au sein d'un ensemble cohérent qui réussira in fine à voter les lois de manière uniforme. Puisqu'en fait, un groupe n'est pertinent qu'à partir du moment où il a une taille critique qui lui permet collectivement de peser sur les négociations en menaçant de ne pas voter pour ou de rejeter une loi, justement pour faire en sorte de bloquer les négociations. À l'heure actuelle, ce sont ces questions-là qui se posent sur la capacité d'une partie des droites populistes européennes à se mettre d'accord sur un certain nombre de textes. On le voit, tout le monde n'a pas le même avis sur la question, par exemple, de la guerre en Ukraine, sur le soutien qu'il faut apporter à l'Ukraine, notamment vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine, ou encore vis-à-vis du positionnement sur l'OTAN. Merci. Avant de se plonger dans la prochaine mandature, je voudrais qu'on revienne un peu sur ce qui a été fait ces 5 dernières années. Donc les élections au Parlement européen, c'est tous les 5 ans. Donc les dernières, c'était en 2019. Quelle était la composition du Parlement sur cette dernière mandature? Et qu'est-ce qui a été fait concernant les enjeux climat et énergie? En 2019, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a donc eu un nouveau cas de figure qui a fait qu'il y a dû avoir un accord tripartite entre droite européenne, gauche européenne et libéraux. Lorsqu'on regarde les raisons qui ont poussé les électeurs à se déplacer, la cause climatique était l'un des principales faits d'armes. Ça a non seulement augmenté la participation, et donc on est passé au-dessus du taux de 50%, ce qui n'est pas encore très satisfaisant, mais ce qui est quand même assez significatif, notamment suite à plusieurs considérations. La première d'entre elles, c'est que lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, on s'est rendu compte que une partie des Européens, et c'est le cas notamment en France, identifiaient l'Union européenne comme ayant une taille critique suffisante pour répondre aux défis du changement climatique. Dit autrement, la France ne peut pas, compte tenu de ses émissions de gaz à effet de serre, regarder la Chine droit dans les yeux, regarder les États-Unis droit dans les yeux et leur dire « Bon, il va falloir désormais faire des choses pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. » Par contre, si on le fait au niveau européen, si un marché qui est composé de plus de 400 millions de consommateurs décide de se dire « Bon, bah, dès demain, enfin, dans le futur, on va adopter des normes qui vont faire en sorte d'être beaucoup plus contraignants d'un point de vue environnemental. Si on va passer à la voiture électrique, eh bien là, la Chine, par exemple, qui est un de nos principaux vendeurs de voitures électriques, va devoir se dire, très bien, si je veux m'adapter au marché européen, je vais devoir m'adapter à leurs standards. Et ça, c'est une résultante directe des élections européennes. C'est-à-dire que la mobilisation accrue a permis de mettre à l'agenda politique ce qu'on appelle le pacte vert européen et ce dont tu parlais en présentation, qui est cet ensemble de lois, plus de 70 lois européennes, qui permettent de réformer la manière dont on produit, la manière dont on consomme, la manière dont on se déplace au niveau européen. Avec un objectif clair, c'est de réduire d'ici 2030 de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et d'ici 2050, atteindre l'objectif de neutralité climatique. La neutralité climatique, qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour les ramener à un niveau minimum, jusqu'à un niveau incompressible d'émissions de gaz à effet de serre qu'on ne peut pas réduire à zéro. Et puis ensuite, c'est opérer une absorption, soit technologique, avec donc ce qu'on appelle la captation et le stockage du CO2, soit au travers des puits naturels de carbone, que sont les océans ou encore les forêts. La logique du pacte vert européen, elle est une logique d'ensemble. Et par exemple, lorsqu'on prend la fin de vente du véhicule thermique neuf à l'horizon 2035, elle se décide pas de manière silotée, on va dire. C'est-à-dire que, en même temps, on y adosse une réglementation qui va permettre d'accélérer le déploiement des bornes de recharge tous les X kilomètres, pour faire en sorte justement qu'on ne soit pas en pénurie une fois qu'on ait besoin de recharger notre voiture électrique. Et puis en même temps, on va déployer beaucoup plus rapidement les objectifs d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que plus d'électricité renouvelable, ça permet d'alimenter ton véhicule électrique qui lui-même est alimenté par cette borne de recharge. C'est cette logique d'ensemble qui gouverne le pacte vert européen. Et c'est cette logique d'ensemble qu'il est nécessaire d'expliquer de manière générale. Parce que lorsqu'on prend de manière séparée les mesures, on peut s'interroger sur la pertinence de ces dernières. Mais lorsqu'on les recontextualise, lorsqu'on les met dans une perspective plus globalisante, on se rend bien compte que tout ça s'inscrit dans une logique beaucoup plus générale.
Et ce pacte vert semblait faire plutôt consensus au moment où il a été adopté. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Combien de ces mesures ont vraiment été adoptées? Le pacte vert européen, il est né, tu l'as très bien dit, d'un consensus électoral, ce qui lui donnait en fait une légitimité démocratique. Ensuite, l'Union européenne, elle s'est mise en marche pendant 3-4 ans, à partir de 2021. Elle a travaillé sur ces fameux accords politiques en bonne intelligence. Elle a donc déployé un certain nombre de mesures assez phares, par exemple la fin de vente du véhicule thermique à l'horizon 2035. C'est une des mesures de ce pacte vert européen. C'est la fin de vente du véhicule thermique neuf. Ça ne veut pas dire qu'en 2035 tout sera électrique, mais ça veut dire qu'on arrêtera de vendre du thermique. Ça veut dire également qu'on a mis en place, par exemple, des renforcements du marché carbone pour faire en sorte que les entreprises aient une plus grande participation dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. On va très concrètement rehausser les objectifs de déploiement des énergies renouvelables. À l'horizon 2030, on veut, au niveau européen, un objectif de 42,5% de la consommation finale brute d'énergie. Je te prends cet exemple de 42,5%, qui est un exemple très précis, pour que tu comprennes bien que, au niveau européen, un compromis, ça va se négocier jusqu'à la virgule près. C'est-à-dire que la Commission européenne avait pu proposer entre 40 et 45, et non, là, on est allé jusqu'à négocier le 0,5%. Et ça, c'est vraiment une spécificité de l'Union européenne. Une fois qu'on a dit tout ça, à peu près 60, 70 même % des lois qui avaient été proposées au niveau européen ont été adoptées. Pour autant, ces lois, elles ne sont pas encore mises en œuvre au niveau national. Pourquoi? Parce qu'il faut opérer ce qu'on appelle une transposition. Une partie de ces règles va s'opérer automatiquement, c'est ce qu'on appelle des règlements, mais une partie va falloir se les approprier en France. Un exemple très concret. En France, jusqu'à présent, le véhicule thermique, la fin de vente du véhicule thermique neuf, elle est prévue pour 2040. C'est dans la loi d'orientation des mobilités. Il va falloir retranscrire dans notre loi nationale cette fin de vente pour 2035. Ça n'a pas encore été fait. Alors, on se rend compte qu'il y a vis-à-vis du pacte vert européen, à l'heure actuelle, une forme de réticence d'une partie de la classe politique, qui se refuse à assumer soit son héritage, ou alors qui remet en cause ces objectifs-là. Pourtant, comme je l'ai expliqué au début, ces objectifs, ils ont été légitimés démocratiquement. Ils ne sortent pas de nulle part. Ce n'est pas du dogmatisme de la part des institutions bruxelloises. Et puis ensuite, une grande partie en tout cas de la classe politique a contribué justement à forger ces compromis. Donc, rejeter une partie de cet héritage, c'est somme toute assez hypocrite. Il faut aussi mentionner le fait que, comme je l'expliquais, ces normes ne se sont pas encore appliquées au niveau européen. Et donc, la critique qui consiste à dire que les normes sont trop contraignantes, que les normes viennent directement brusquer notre mode de vie, n'est que très peu entendable à l'heure actuelle, puisque justement, nous n'avons pas opéré ce phénomène d'appropriation. Par contre, ça montre encore une chose, ça montre la difficulté et la pédagogie dont il sera nécessaire de faire preuve à partir du moment où ces normes vont être mises en place au niveau français. Pourquoi est-ce que l'on opère ces normes? L'une des raisons principales, c'est ce qu'on appelle en anglais le first mover advantage. C'est-à-dire que la première personne qui va bouger aura un avantage comparatif vis-à-vis des autres. C'est ce qu'a voulu faire l'Union européenne en mettant en place toutes ces normes européennes. Elle a voulu dire, très bien, en 2050, on a un objectif d'atteinte de la neutralité climatique. Et bien désormais, pour atteindre ces objectifs-là, il faudra faire en sorte qu'en 2035, nos véhicules soient en partie électriques. Il faudra faire en sorte qu'en 2030, une partie de notre ciment soit produit de manière durable. Cela force nos partenaires commerciaux à prendre cela en compte. Parce que si la Chine veut continuer à nous vendre des véhicules, ils devront être électriques. Et donc ils doivent aussi, d'une certaine manière, réformer, repenser leur chaîne de valeur, leur chaîne d'approvisionnement, leur chaîne de production. Si on veut faire en sorte que on continue à acheter du ciment aux États-Unis en 2030, il faudra faire en sorte que les États-Unis puissent produire ce ciment vert. S'ils ne seront pas en capacité de le produire, eh bien, on le produira nous-mêmes. On le produira sur notre sol. Et donc ça a un effet entraînant vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires internationaux. L'un des meilleurs exemples à prendre, c'est de regarder l'évolution des pays qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050-2060. Une fois que l'Union européenne s'est engagée, on se rend compte qu'il y a
un effet entraînant derrière. Les États-Unis l'ont fait une fois que Biden a été réélu. La Chine de Xi Jinping l'a fait à un horizon 2060. L'Inde a aussi pris des engagements sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce que tout le monde prend en considération que désormais, il y a une course mondiale aux technologies vertes, à la maîtrise de ces dernières. C'est la maîtrise des panneaux solaires, c'est la maîtrise des éoliennes, c'est la maîtrise de l'hydrogène vert, c'est la maîtrise des véhicules électriques. Toutes ces technologies-là, les premières économies mondiales qui seront en capacité de maîtriser ces dernières auront un avantage comparatif indéniable dans les futures relations commerciales de demain. Donc on a bien vu que voter toutes ces lois au niveau européen, c'était pas suffisant. Il faut en fait après voter les lois au sein du Parlement à l'échelle nationale pour qu'elles soient adoptées et mises en œuvre. Est-ce qu'il y a une temporalité ? Combien de temps ça prend ? Est-ce que c'est obligatoire vis-à-vis de la Commission européenne ? Et de la même manière, nos objectifs de planification écologique, comment ils se traduisent à l'échelle européenne ? Sur la question de savoir combien de temps on a, ça va dépendre de chaque type de dossier. Mais globalement, il est nécessaire d'avoir une forme d'appropriation qui est, je qualifierais de diligente. C'est-à-dire que les États membres ne doivent pas traîner. Pourquoi ? Parce que l'intérêt d'avoir une application uniforme au niveau européen, c'est de faire en sorte que l'ensemble du marché soit régi par les mêmes règles. C'est comme ça qu'on a en fait la capacité justement d'infléchir la position de nos partenaires internationaux. À partir du moment où chaque État membre décide d'appliquer à la carte les règles, eh bien, le partenaire international, la Chine, les États-Unis, qui veut nous vendre un certain type de produit et qui regarde si la France applique les standards, si l'Allemagne applique les standards, eh bien, il va se rendre compte que c'est trop compliqué. Non, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une application uniforme. Ça, elle doit être faite le plus rapidement possible. La Commission européenne, derrière, peut contrôler cela. Et il y a des procédures d'infraction si jamais les États ne sont pas assez vertueux, ne sont pas assez diligents, justement, pour répondre dans les temps à ces problématiques de mise en œuvre au niveau national. Comment est-ce que cela s'agence avec nos propres objectifs de planification ? Eh bien là-dessus, la liaison entre l'échelon national et le niveau européen n'est pas la plus optimale. Pourquoi ? Un exemple très concret. Lorsque les citoyens ont été, au travers de la Convention citoyenne pour le climat, appelés à réfléchir à des mesures leur permettant de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On était sur une réflexion qui portait sur un objectif de réduction de moins 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Or, comme on l'a rappelé tout à l'heure, l'objectif est désormais de moins 55%. Pendant cette temporalité-là, la France, au niveau européen, était en train de négocier un objectif de réduction de moins 55%. Et la France faisait partie des États les plus ambitieux, justement, sur ces questions-là. On se rend compte qu'il y avait une forme d'ambivalence, une forme de schizophrénie entre ce qui était déployé au niveau européen, ce qui est en train d'être discuté, et ce qui, en France, était discuté. Et donc, là-dessus, on s'interroge sur la capacité de la part des pouvoirs publics à faire le lien entre ce qui est voté au niveau européen et ce qui est voté au niveau national. Pareil, la planification écologique, en réalité, elle découle tout simplement du fait qu'au niveau européen, on a rehaussé nos objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Les moins 55%, il faut les mettre en œuvre au niveau national. Comment est-ce qu'on les met en œuvre ? C'est au travers de la planification écologique. Et là-dessus, il faut désormais réfléchir non seulement à la désirabilité de cette transition écologique, mais également à la faisabilité de cette transition écologique. C'est là tout le rôle de la planification écologique. À l'heure actuelle en France, on n'a pas réussi à créer de récit vis-à-vis de la transition énergétique. On l'a fait parce qu'évidemment, il y a les conséquences du changement climatique, mais le récit entraînant qui va permettre de créer une forme de momentum derrière qui va englober l'ensemble de la société, il se fait encore attendre. Regardez les reports de conseils de planification écologique qui n'ont pas été capables de créer une forme de séquence politique au niveau français. Et ça, c'est en tout cas, selon moi, un manque d'articulation entre ce qui est fait au niveau européen et qui est trop peu souvent mis en œuvre et ce qui est fait au niveau national et une incapacité à justement relier ces deux échelles. Tu nous parles de récit. On voit qu'à l'échelle française, c'est déjà dur d'avoir un récit attractif sur la transition. Ça fait souvent peur quand on parle de sobriété ou de ce genre de choses. L'échelle européenne, c'est parfois encore plus lointain. Pour nous, on se relie pas forcément à un Suédois qui parle d'écologie, à un Polonais, à un Portugais. Comment est-ce qu'on arrive à créer un récit mobilisateur pour la transition à l'échelle européenne ? C'est une excellente question et elle soulève pour moi
deux composantes qui sont indispensables pour réussir à embarquer l'ensemble des populations. C'est d'une part comprendre déjà ce qui est fait au niveau européen. Et donc pour ça, il faut bien prendre en compte le fait que jusqu'à présent, l'Union européenne a fait ce qu'elle sait faire de mieux, réglementer. Et que les compétences de l'Union européenne, elles sont au final assez limitées. Et donc, la capacité à déployer un récit performatif qui pourra ensuite infuser au sein de l'ensemble de la société, elle est quand même limitée. Par contre, avec le retour de la guerre en Ukraine, on se rend compte, en fait, du principal rôle de l'Union européenne. Son rôle initial, c'est d'apporter la paix. Et on est évidemment dans une logique bien différente avec la guerre qui est menée à l'heure actuelle en Ukraine, mais les conséquences du chaos climatique impose aussi à l'Union européenne de réussir à renforcer ce narratif de paix au niveau européen. Ce narratif de paix au niveau européen qui permet justement de protéger tes conséquences de ce changement climatique. Et puis ensuite, il faut opérer une liaison indispensable avec l'échelon national, et j'irais même plus loin avec l'échelon territorial, avec ces prises de réel, avec ce concret qui change au quotidien nos habitudes de consommation, nos habitudes de production. Et là-dessus, ce n'est pas à l'Union européenne d'opérer ce récit, c'est au pouvoir public, c'est à la classe politique de faire ce travail-là. Et jusqu'à présent, ce travail, il n'a pas été fait, soit par paresse intellectuelle, soit par incapacité justement à se projeter sur ces questions-là. Mais tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent sur la taille critique, sur le rôle de la réglementation, cela ne se traduira concrètement dans la vie et le quotidien des Français qu'à partir du moment où on pourra s'accorder sur la désirabilité et la faisabilité de la transition énergétique. Et pour ce faire, je suis convaincu qu'il est nécessaire de consulter le citoyen, de l'écouter, et plus que de l'écouter, c'est d'accorder du crédit à sa parole. C'est-à-dire de ne pas justement le consulter en disant et en cochant une case, la consultation est opérée. Non, c'est de donner suite à cette consultation, de donner suite aux aspirations, aux propositions de changement qui sont faites par les citoyens. On le voit, on le prend en compte sur la question de la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, le fait de changer nos comportements pour réduire notre consommation d'énergie. Jusqu'à présent, la sobriété énergétique, elle a été réduite à ce qu'on appelle des éco-gestes. Éteindre la lumière, etc. Et le risque de tout ça, c'est que elle soit perçue comme étant, ces éco-gestes soient perçus comme étant le seul avatar de la sobriété énergétique. Alors qu'à contrario, si on veut déployer la sobriété énergétique, il va falloir opérer des investissements dans les infrastructures pour permettre les changements de comportement, justement. Ces changements de comportement, ces investissements dans les infrastructures, ils peuvent être décidés au niveau européen, mais ensuite ils doivent être réalisés au niveau national. Et c'était toute cette articulation qui, à l'heure actuelle, n'est pas opérante. Et sortir des petits pas et avoir des réformes vraiment structurelles qui changent nos manières de produire. Sortir de l'incitation et avoir une logique peut-être un peu plus directive, mais qui soit fondée sur non seulement une acceptabilité, qui aurait été cultivée au travers de la consultation, mais en même temps aussi un renforcement de l'impérieuse nécessité et de la désirabilité de la transition énergétique. La transition énergétique, on ne le fait pas seulement pour faire plaisir aux Verts, on ne le fait pas seulement pour faire plaisir à une certaine partie de la population, on le fait parce que c'est un phénomène de résilience économique, on le fait parce que derrière, ça a des co-bénéfices en termes de santé, en termes d'économie, en termes de géopolitique. C'est pour ça qu'on va opérer cela au niveau européen, au niveau national, au niveau territorial. Pour continuer sur ce sujet, je pense qu'il y a peu de sujets européens qui sont vraiment abordés dans les campagnes électorales nationales. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir actuellement. On est à quelques semaines des élections. Quels sont les sujets centraux dans les campagnes électorales des différents pays? Et est-ce que la question énergétique et climatique, elle est traitée de la même manière dans les différents pays de l'Union? Lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion qui sont menées au niveau européen, on se rend bien compte que l'une des principales considérations, elle est liée au pouvoir d'achat. Et elle est très facilement explicable, elle est liée aux deux crises, aux deux chocs de souveraineté qui ont frappé l'Union européenne ces dernières années. C'est la crise de la Covid, et puis c'est ensuite la crise des prix de l'énergie qui s'est intensifiée avec la guerre en Ukraine.
on se rend bien compte que la question énergétique, la question climatique, elle est intimement liée notamment à la question de la guerre en Ukraine, qui résultait d'une manipulation gazière de la part de Vladimir Poutine, qui reposait donc sur notre extrême dépendance aux énergies fossiles, notamment au gaz, et qui ensuite a entraîné une inflation au niveau européen. Un des autres thèmes qui concerne aussi la politique française et un peu moins le niveau européen, c'est la question de l'immigration. Si vous regardez les enquêtes d'opinion au niveau européen, ce n'est pas une priorité pour l'ensemble des votants. Ça arrive plutôt en 9e position. Par contre, au niveau français, on se rend compte que ça devient une priorité. Et donc là, on se rend compte que chaque État membre va avoir un certain nombre de priorités identifiées parce qu'elle est mise au débat de manière plus factuelle, plus véhémente, parfois par les partis politiques, ou parce qu'il y a des considérations nationales qu'il faut prendre en compte. Et il est évident que des États tels que l'Italie, la Grèce, qui sont plus exposés d'un point de vue géographique aux vagues migratoires, auront peut-être plus d'intérêt à débattre de ces questions-là. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ce soit au niveau européen ou même au niveau français, la question climatique reste très haut en termes de priorité. Pourquoi est-ce qu'elle reste élevée? Parce que justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, l'Union européenne a une taille critique pour répondre à cette question-là d'une part. Il y a beaucoup d'attentes qui sont suscitées, notamment parce que on voit l'intensification des conséquences du réchauffement climatique sur nos vies quotidiennes, avec les sécheresses, avec l'ensemble de ces catastrophes naturelles qui nous touchent plus durement, les hivers qui sont beaucoup plus doux. Et donc là-dessus, la question qui se pose, c'est la capacité et la volonté politique de l'ensemble des partis derrière à vouloir apporter des réponses à ces problématiques qui sont soulevées. Lorsque vous regardez le traitement médiatique qui est fait à l'heure actuelle autour du pacte vert européen, il y a une forme de défiance vis-à-vis de ce dernier. Beaucoup de partis refusent d'assumer ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors que, d'une part, la question qui se pose, elle n'est plus seulement de revenir sur les raisons qui ont conduit à la mise en au déploiement, à la mise en œuvre de ce pacte vert européen, mais quelle suite est-ce qu'on a envie de lui donner? Désormais, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que on se donne les moyens de notre ambition climatique. On a décidé d'une ambition climatique très forte les 5 dernières années. Maintenant, on doit décider d'où est-ce qu'on met l'argent de manière efficace. Sur les rénovations énergétiques des bâtiments, sur le déploiement des énergies renouvelables, sur l'investissement dans les infrastructures. Ça, c'est primordial. Ça doit être un débat qui doit être mené au niveau européen. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les ordres de grandeur qui sont nécessaires pour réussir la transition énergétique, on est sur des ordres de grandeur qui vont se compter en centaines de milliards d'euros supplémentaires chaque an au niveau européen. Une fois qu'on a dit ça, quel pays est en capacité de débloquer autant d'argent? C'est très compliqué. Regardez l'austérité qui pointe le bout de son nez en France. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne doit pas faire ça ensemble au niveau européen? L'une des réponses à la Covid-19, ça a été d'opérer un emprunt européen ensemble, à 27. On a emprunté 700 milliards d'euros au niveau européen. Sur ces 700 milliards d'euros, un tiers a été dédié à la transition énergétique. Est-ce qu'il va pas falloir refaire ça au niveau européen? Justement parce que, à très court terme, la transition énergétique, elle va creuser le déficit public. Et que si on n'est pas en capacité d'assumer cela au niveau français, il va falloir réussir à le faire au niveau européen. Parce que le coût de l'inaction sera toujours plus grand, plus on prolongera, plus on procrastinera sur ces questions. Donc c'est une question qui est vraiment importante pour les citoyens. Les partis politiques s'en emparent peut-être un peu moins. Au niveau des pays, comment ça se traduit? On a vu aussi que certains pays qui étaient très ambitieux, comme le Danemark, ont un peu fait machine arrière sur leurs objectifs et leurs ambitions climatiques. Qui défend quelle politique climatique à l'échelle européenne? Ce dont on s'est rendu compte, notamment avec l'exemple des Pays-Bas, c'est que la question notamment environnementale, donc non pas énergétique, voire climatique, mais vraiment environnementale, avec la question des agriculteurs, a conduit à l'avènement et un suffrage remporté par le parti populiste de Geert Wilders aux Pays-Bas. Cela a créé une onde de choc au niveau européen, qui a conduit un certain nombre de partis politiques à être beaucoup plus réticents sur la mise en avant de mesures, notamment environnementales, dans leur programme. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit tout simplement subir, de manière avérée, les discours qui sont développés par une partie des droites, extrême droite, populistes,
européenne, qui consiste à vous dire nous voulons opérer une pause sur la réglementation environnementale, nous voulons revenir sur l'ensemble des accords et les détricoter pour justement faire en sorte d'apporter une respiration, ou alors est-ce qu'au contraire, nous voulons être droit dans nos bottes, assumer notre héritage qui a été décidé au niveau européen sur ce dernier quinquennat et faire en sorte justement de réfléchir à la manière dont cette transition énergétique qui va se déployer sur nos territoires, elle va se déployer d'une manière socialement juste. Puisqu'en réalité, l'une des revendications de la part de l'ensemble des sondés au niveau européen, c'est de faire en sorte que cette transition énergétique soit un moyen de réduire les inégalités sociales au niveau national. On se rend bien compte du potentiel que représente la transition énergétique. La transition énergétique, elle est une occasion de faire d'une pierre deux coups, de faire en sorte de non seulement sortir les millions de foyers en France qui sont dans une situation de précarité énergétique en rénovant les bâtiments, et en même temps, en faisant en sorte que ces bâtiments rénovés soient zéro carbone. Là, on touche du doigt l'intérêt, l'utilité de la transition énergétique, c'est de faire en sorte de concilier plusieurs co-bénéfices. L'intérêt social, l'intérêt climatique, l'intérêt également de résilience économique. Entre 2021 et 2023, les énergies renouvelables ont permis d'opérer, d'après l'Agence internationale de l'énergie, plus de 100 milliards d'euros d'économies qu'on n'a pas brûlées dans des énergies fossiles. C'est ça tout l'intérêt de la transition énergétique, c'est de faire en sorte non seulement de réduire notre dépendance à des États autocratiques qui nous fournissent en énergie fossile, et au contraire, de devenir beaucoup plus souverains sur ces questions-là. Merci. Et si on fait un peu de prospective et qu'on se plonge au lendemain des élections, quelles pourraient être les conséquences d'un succès de la gauche, de la droite ou même de l'extrême droite pour les politiques climatiques en Europe ? Alors évidemment, toutes ces analyses que je vous présente sont basées sur des projections et qui ne présument rien de ce qui pourra advenir une fois le scrutin du 9 juin passé. À l'heure actuelle, les tendances font état d'un gain en termes de sièges pour la droite européenne. Lorsque je dis la droite européenne, c'est notamment l'extrême droite européenne, donc le groupe du Parlement européen de Marine Le Pen et également le groupe du Parlement européen d'Éric Zemmour. Donc Identité et démocratie et les conservateurs réformistes vont vraisemblablement un peu plus peser sur les textes qui vont arriver au Parlement européen. Néanmoins, il sera toujours possible d'avoir une grande coalition entre d'une part le Parti populaire européen, LR au niveau national, les sociodémocrates, donc PS, Place publique au niveau national, et les libéraux d'Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire donc que le gain escompté possible de la part de l'extrême droite européenne se traduira mathématiquement par une diminution de l'ambition climatique au niveau européen. Cela aura vraisemblablement un impact sur la teneur des discussions, sur les compromis qui aboutiront. Mais ce ne va pas bloquer de manière durable les institutions au niveau européen. Notamment parce que, on en revient toujours là, mais au niveau européen, il y a la culture du compromis. La droite sait parler à la gauche européenne. Et parfois, il faudra savoir également ouvrir ces coalitions à d'autres types de partis, notamment par exemple éventuellement les Verts, notamment l'extrême gauche au niveau européen, et parfois il faudra également concilier l'ensemble des demandes qui sont faites. Une fois qu'on a dit ça, le curseur devrait se déplacer vers la droite. Le curseur, donc, cela signifiera que le prisme de la question climatique ne sera plus ce qui va dominer la question des négociations, mais il faudra passer par des questions de compétitivité industrielle, des questions de sécurité énergétique, d'approvisionnement, des questions de réindustrialisation. Ce sont là un peu les grands thèmes qui jusqu'à présent semblent dominer le futur du Parlement européen. Mais encore une fois, tout cela dépend du choix des électeurs, et à partir du moment où les électeurs se mobilisent en masse, ils sont en capacité de concrètement influer et influencer ce qui viendra pour la mandature 2024-2029. Merci. C'est des sujets complexes qui sont pas toujours faciles à comprendre. Est-ce que tu as des lectures ou des sites à regarder pour les citoyens dont on aurait attisé la curiosité et qui voudraient en savoir un peu plus ?
Complètement. Alors, au niveau européen, il y a un site qui s'appelle Ce que l'Europe fait pour moi, What Europe Does for Me, qui explique de manière schématique et assez concrète les mises en œuvre, les avancées réglementaires qui ont été obtenues au niveau européen. À notre modeste mesure, à l'Institut Jacques Delors, on essaye aussi de contribuer à cette pédagogie. On a donc sorti notamment une infographie qui s'appelle En route vers l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 et donc quelle transformation pour 2030, qui est disponible sur notre site internet, donc le site internet de l'Institut Jacques Delors. Et puis une partie des chiffres et des analyses que je vous ai développées jusqu'à présent est issue d'un papier qui est publié mi-mai et qui revient notamment sur l'enjeu de ce pacte vert européen, la suite ou la fin de ce dernier et comment est-ce que les élections européennes vont être dimensionnantes. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.